Ok, je crois que c'est bon. C'est parti? Enregistrement. Allez, c'est parti. Donc du coup, Donc merci Gilles de te prêter à l'exercice. Donc déjà, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te oui, connaîtraient pas? je m'appelle Gilles et je vais me présenter vraiment de manière très brève parce qu'après on peut trouver de l'information sur moi sur mes sites internet, sur tout ça. Donc en gros, moi je m'appelle Gilles, j'ai 35 ans. Je suis un professionnel de la communication, de la PNL et du coaching. J'ai commencé mon parcours donc très brièvement dans les diplômes. Donc j'ai fait bac S, après j'ai fait un DUT GEA en 2 ans. Ensuite j'ai fait une école de commerce. Je me suis dirigé vers du commissariat aux comptes pendant 3 ans à Paris. J'ai détesté ce métier pour voilà, des raisons qui m'étaient propres. Et j'ai décidé en cours de route, en fait, j'ai découvert la PNL, l'hypnose, le développement personnel. Et ça, enfin, j'ai été mordu par ça. Et une fois que j'étais mordu, il fallait que je passe à l'action, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser via des livres, des bouquins, des vidéos, enfin vraiment beaucoup de supports différents. Et ensuite, j'ai démissionné un peu sauvagement à l'époque et je me suis dirigé vers une formation, dans un premier temps en hypnose, ensuite dans un second temps en PNL et après j'ai été, on va dire, boulimique de livres, blogs, vidéos et aussi j'ai beaucoup testé des choses sur moi. Ce qui m'a mené à l'ouverture de mon cabinet en 2013, cabinet d'accompagnement thérapeutique dans un premier temps. J'ai fait ça pendant à peu près 4-5 ans à temps plein, j'ai fait que ça. À ce moment-là, j'ai ouvert aussi une seconde structure pour créer mon organisme de formation. Et ensuite, pareil, pendant 4 ans, 4-5 ans, j'ai fait donc les deux en parallèle, à la fois des accompagnements individuels via notamment l'hypnose et des formations principalement en PNL. Et aujourd'hui, vu que ça commence à faire beaucoup et que l'organisme est grandi, je dois lever le pied sur les séances et je fais à peu près 90% de formation et 10% de coaching d'entrepreneurs. D'accord, donc tu t'es centré sur les entrepreneurs, c'est finalement Exactement. les Par, principaux clients. voilà, à la fois par choix et aussi parce que si en termes de clientèle, quand on commence à taper trop large, en fait, on vise personne et du coup, comme c'est quelque chose qui me parle beaucoup, il y a beaucoup d'émulation, c'est vivant, il y a de l'ambition, il y a de la créativité, enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce milieu-là. Et en fait, j'étais déjà allé traîner dans des incubateurs à Paris, à Lyon, un peu de partout. Et j'aime beaucoup l'énergie qui s'en dégage. Donc, du coup, ma cible, c'est les entrepreneurs et les start-upers. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi qu'est-ce que le PNL globalement? En quoi ça consiste? Alors, PNL, on peut trouver de la doc partout, mais PNL, ça veut dire programmation neuro-linguistique. En fait, historiquement, il y avait un très grand hypnotiseur qui s'appelait Milton Erickson, et il y a deux Américains qui ont commencé à graviter autour de ce personnage. Donc, c'était Richard Bandler et John Greenberg, qui sont toujours vivants d'ailleurs. Et ils se sont posé la question, mais comment il arrive à faire ce qu'il fait? Et ils ont commencé à créer des modèles presque, on va dire, mathématiques, très scientifiques, très carrés, pour aller, entre guillemets, extraire la matière, entre guillemets, de Milton Erickson, pour en créer en fait des stratégies duplicables d'une personne à une autre. Donc en fait, on se retrouve avec un génie, entre guillemets, d'une discipline, et on va se poser la question, OK, comment est-ce qu'il fait? Quelles sont ses stratégies? Par où il commence? Comment il fait? Dans quel ordre? Etc. Et l'essence, on va dire, la pulpe de la PNL, c'est un petit peu ça. C'est très D'accord. simplifié, mais en gros, ça sert à ça la PNL. On étudie Ok. aussi toutes les structures de la communication, c'est-à-dire comment est-ce que je fonctionne, fonctionnement du cerveau, comment est-ce que je communique avec moi-même, et ensuite on peut dupliquer ça aux autres. Comment est-ce que les autres fonctionnent, quelles stratégies ils utilisent, comment ils peuvent améliorer ça, comment ils peuvent mieux communiquer avec eux-mêmes, etc., etc. Ok. Et du coup, comment se passe un coaching type avec un entrepreneur, par exemple? Alors, il n'y a pas vraiment de coaching type, il y a, on va dire, des structures qu'on répète, hein, un petit peu comme dans un cabinet, on a des techniques, entre guillemets, hein, thérapeutiques, mais on va l'adapter comme un costume sur mesure à la personne. Donc, en fait, on va plutôt, ma structure, c'est plutôt comprendre déjà qui est-ce que j'ai en face de moi, comment est-ce que la personne fonctionne, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles, qu'est-ce qui lui pose problème actuellement, et aussi la relation de coaching, coaché à coaché, quoi, coach à coacher, quelle va être ma valeur ajoutée là-dedans. Donc d'abord, il y a toute une phase comme ça de découverte de l'autre et de ses problématiques.
Et après, très rapidement, rentrer dans le vif du sujet. OK, quel est le sujet de la séance? Et éventuellement, quel est le sujet sur 3, 4, 5 séances, je ne sais pas. OK. Et donc dans ces accompagnements, est-ce que tu utilises en partie certaines techniques de préparation mentale? Alors, j'utilise énormément de PNL. En fait, dans la PNL, Mmh. qui est une discipline très vaste, je vais utiliser des techniques comprendre des techniques pour comprendre quelle est la personnalité de l'autre. Donc, Mmh. est-ce qu'il est plutôt comme ça, plutôt comme ça? Est-ce que c'est un rebelle? Est-ce qu'il est adapté? Est-ce que? Donc, tout ça, j'ai comme des carcans de PNL que j'utilise. Et ensuite, au sein des techniques de préparation mentale, dans la PNL aussi, on a ce qu'on appelle des protocoles. Donc, on va beaucoup pouvoir utiliser, entre autres, la PNL. Alors, pas que, mais moi, j'utilise beaucoup en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as des exemples concrets que tu pourrais nous partager? Alors, tu veux des techniques concrètes de préparation mentale? Par exemple, oui. Ouais, ok. Alors, je vais reprendre un petit doc. Alors, hop, il est là. Voilà, comme ça, je pense que ça t'aidera à comprendre et à ceux qui visionneront ensuite, partager. Tac, tac. Donc, c'est ce doc ici. Alors, dans ce qu'on va appeler préparation mentale, ça porte bien son nom, je trouve, puisqu'en fait, on prépare à quelque chose. D'accord? Donc, ça peut Mmh. être une action ou une décision. Là, j'ai pris un exemple très concret qui peut arriver tous les jours. Alors, après, on peut l'appliquer à plein de choses, mais le process est le même. Exemple, je suis chef d'entreprise, j'ai un entretien très important qui pourrait débouler sur un très gros contrat. Et c'est la première fois que ça arrive. Donc, en général, ça va générer un très grand stress chez la personne qui va se poser 1 milliard de questions. Et si blablabla, et je ne suis pas à la hauteur, etc., etc. Et en fait, l'essence, selon mon point de vue, de la préparation mentale, ça va être de conditionner la personne pour qu'il puisse arriver dans un certain état pendant son entretien. Tu me suis jusque-là? C'est parfait. Et voilà. Et ce qu'on va appeler état, alors pareil, ça prendrait plusieurs heures normalement, donc là, on n'a pas le temps. Mais en gros, un état, ça peut être confiant est un état. Okay, je Mmh. peux être dans un état un petit peu espiègle joueur, je peux être joyeux, je peux être concentré, etc., etc. De la même manière qu'un étudiant qui passe le bac, là, ils sont en plein dedans en ce moment, ben, en fait, il faut qu'il arrive dans un certain état euh, pour envoyer du lourd à sa copie. Tu comprends, ouais? C'est ça, et j'imagine que c'est en fonction aussi des différentes personnalités, donc en fonction de cette personnalité, quel est l'état qui lui correspondra le mieux par rapport à son Ouais, c'est événement? ça. Donc, en fait, la première, entre guillemets, technique, ça va être déjà de comprendre quel est le problème et fonctionner aussi en termes d'état, c'est-à-dire, pour l'instant, dans quel état il est en pensant à son futur entretien. Mmh. Et en général, c'est hyper stressé, je perds tous mes moyens, syndrome de la page blanche, etc., etc. Donc, c'est l'état de départ. Et commencer à comprendre et à projeter l'état dans lequel il désire aller. Donc ça, c'est OK. une première phase qui, schématiquement, est très simple, entre guillemets, c'est OK, mais en fait, tu veux être comment? Il y a toute une phrase, alors pareil avec des techniques de PNL, qui s'appelle le métamodèle, pour ceux qui connaissent, etc. En fait, on va aller décortiquer comment est-ce que tu veux être. À la fois décortiquer comment est la personne, dans quel état, qu'est-ce qu'elle se raconte, comment elle se le raconte, qu'est-ce que ça crée dans son corps. Donc déjà, on a des informations de base sur l'état de base. D'accord? Ça peut être stress, une boule dans la poitrine, une boule dans le ventre, je me répète des phrases horribles dans ma tête qui me font avoir peur. Et en général, évidemment, ce genre de schéma, ça boucle en spirale négative, quoi, une spirale descendante. Et ensuite, on va aller chercher donc l'opposé, c'est-à-dire, mais en fait, tu veux être comment à la place de ça? Donc, au départ, évidemment, comme la personne est en stress, elle a du mal à répondre à la question. Donc, en fait, il faut un petit peu sortir de l'état pour commencer à la créer une espèce de bulle dans laquelle elle va pouvoir répondre à la question et dire dans quel état est-ce qu'elle veut être. Ça peut être, par exemple, déterminé, confiant. Et ensuite, on va pouvoir commencer à appliquer d'autres protocoles ou d'autres techniques de préparation mentale qui va être, OK, donc tu vas être comment? Admettons que la personne dit, je vais être confiant. Super, mais confiant, c'est comment pour toi? Et donc là, on va aller extraire encore de la matière pour qu'ils disent, par exemple, comment est-ce qu'il se voit confiant? Qu'est-ce qu'il ressentirait dans son corps? Donc là, on est plus dans le ressenti. Qu'est-ce qu'il se dirait?
donc en dialogue intérieur, etc. Donc ça fait partie des techniques, entre guillemets, très simples, mais si elles sont bien faites, elles portent vraiment des résultats incroyables. D'accord. Donc, je comprends du coup l'intérêt aussi dans le cadre de la gestion d'un certain stress. Est-ce que du coup, tu as des protocoles différents aussi, peut-être en fonction des intensités de stress et des intensités des émotions que Ouais, les personnes ressentent à l'instant T? oui, alors toujours en fonctionnement d'état, il faut aussi comprendre dans quel état est la personne. Par exemple, si elle dit je Mhm. suis stressé, il faut s'assurer que c'est du stress et pas de la panique et pas voire de la terreur en fait. Parce que si jamais c'est de la terreur et c'est pas pareil que le stress. En fait, déjà Mhm. ce qu'on appelle les états, ça va être d'identifier et de comprendre l'état de la personne. Parfois, c'est très facile, donc parce que les gens sont très émotifs ou on arrive facilement à lire en eux leurs émotions. Mais il y a des personnes qui ne paraissent pas, mais en fait, à l'intérieur, elles sont terrorisées. Et ça aussi, c'est tout un travail de d'écrémage pour comprendre comment est la personne. Et si elle est terrorisée, comprendre qu'elle est dans un état de terreur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est déjà important au préalable. Alors, avec l'expérience, on comprend et on arrive à mieux détecter. Mais des fois, on peut aussi avoir de mauvaises surprises en croyant que la personne est stressée, alors qu'en fait, elle est dans un état de terreur, quoi. Et D'accord. c'est là où c'est pas facile parce que travailler sur une terreur, c'est pas pareil, ou sur même, limite, peut-être même lié à un trauma, là, on serait plus dans un travail thérapeutique. Donc, c'est là où c'est pas forcément facile. Moi, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup, beaucoup de cabinets et avoir travaillé sur des trucs vraiment hard, quoi. Donc, j'aurai les outils pour ça. Mais pour toi, si tu veux faire le pont avec l'entreprise, je pense que déjà, savoir identifier ou savoir faire verbaliser à la personne dans quel état elle est, je pense que c'est déjà un très bon point. Enfin, c'est même la base, quoi. D'accord. Et justement, toujours en termes d'intensité, est-ce que tu fais, par exemple, la différence entre un stress qui pourrait être, entre guillemets, un bon stress ou un stress qui va être négatif et qui va avoir des conséquences plutôt néfastes? Oui, alors ça fait partie justement, dans les informations qu'on va aller extraire, grâce entre autres à des techniques de PNL, on va aller poser des questions avec curiosité. Et en général, on va pouvoir le détecter assez facilement, entre guillemets. Si c'est un stress positif, il y aura, par exemple, la personne va verbaliser oui, 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 je suis stressé, mais bizarrement, ça me donne de l'énergie. Donc, c'est là où on repère que oui, il y a bien un stress, mais apparemment, je ne sais pas, l'excitation ou l'enthousiasme vient se superposer et vient engloutir, entre guillemets, le stress. Donc là, on va repérer que c'est du stress positif. Et dans ce cas-là, c'est très bon signe. Ça veut dire que on va gagner un protocole, par exemple. On va gagner des étapes dans le chemin. Donc, en fait, il faudra être très attentif au niveau de l'audition sur quels sont les mots que la personne emploie, comment elle le dit, ses émotions et aussi ses filtres. Est-ce qu'elle se permet de le dire? Est-ce qu'elle se permet de le verbaliser, tout ça? Et voilà. Et par contre, si elle dit non, non, enfin, je suis stressée, et on voit qu'il y a comme une absence de mouvement ou des blocages ou le corps figé ou même figé dans la parole, ça en général, ça révèle plutôt du stress, on va dire, bloquant, qui freine le mouvement. Donc, si Ok. jamais tu veux des petites astuces, c'est aussi, est-ce que le mouvement, il est bloqué? Tu vois, un petit peu comme ça fait partie des réactions vraiment encodées très profondément chez les animaux. C'est par exemple, tu es devant un ours, en général, les gens, ils peuvent plus bouger. Parce qu'en fait, on a Ouais. été préprogrammé depuis je ne sais pas combien de générations, parce que si le danger est trop fort, en fait, figer augmente l'espérance de vie, on va dire. D'accord. Donc l'astuce, ça va être repérer est-ce qu'il y a un blocage, une absence de mouvement, et dans ce cas-là, alors ce sera probablement du stress, mais du stress entre guillemets négatif, quoi, qui empêche le passage à l'action. Ok. Donc c'est assez intéressant aussi bah, de voir les parallèles que tu peux déjà faire avec aussi en partie le monde de l'entreprise. Dans notre sujet, en fait, on s'intéresse vraiment à la notion de performance. En fait, comment amener quelqu'un justement à gérer son stress pour améliorer ses performances. On peut prendre un exemple concret, par exemple, pour la prise de parole en public. Quels sont finalement les principaux aspects sur lesquels tu vas travailler? Comment tu vas accompagner la personne? Alors, pour aller vers la performance par rapport à la prise de parole en public? Oui, Ouais. faire en sorte justement qu'il ait une attitude plutôt positive, plutôt assurée,
alors que Ouais. c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à l'exercice et qui a peut-être aussi des mauvais réflexes. Alors déjà, je vais juste rebondir sur un des points qui me paraît aussi important. Moi, je mettrais quand même entre guillemets un garde-fou parce que dans le monde de l'entreprise, en fait, ça cisaille un peu de part et d'autre. C'est-à-dire, il y a les besoins de l'entreprise, il y a les besoins des managers, il y a les besoins de la personne. Et moi, déjà, j'irai identifier, OK, est-ce que la personne, elle est active dans le process d'être performante ou est-ce qu'on la pousse à être performante? Mhm. Et c'est des questions qui ne sont pas faciles, hein, parce que voilà, économiquement, etc., on a tous des obligations, et les entreprises aussi. Mais déjà, moi, j'irais creuser sur, OK, est-ce qu'on lui impose ça ou est-ce qu'elle est motrice de ça? Ça me paraît déjà la base à vraiment identifier. Parce qu'une personne, entre guillemets, à qui on met un pistolet sur la tempe en lui disant deviens performant, ce ne sera pas du tout les mêmes leviers que si elle-même a envie d'être performante. Ok, donc il y a un aspect de motivation qui est derrière et Exactement. un aspect de volonté personnelle. Exactement. On pourrait presque dire motivation externe ou motivation interne. De la même manière, Ok, moi, c'est des choses que j'ai vues beaucoup. Si je te fais un parallèle avec mon cabinet, il y a des gens qui viennent, ils disent bonjour, monsieur Garnier, aidez-moi à arrêter de fumer. Et quand tu leur dis mais comment est-ce que vous avez pris la décision d'arrêter de fumer, souvent ils disent en gros, quand tu creuses un peu et que tu, tu vas chercher l'info, en gros, ils t'expliquent que leur copine ou leur copain les a harcelés jusqu'à ce qu'ils viennent là au cabinet, entre guillemets, pour faire plaisir. Et là, tu identifies un levier de motivation plutôt externe. Ce qui, entre nous, en général, c'est beaucoup plus dur, en fait. Puisque le changement, il vient. C'est comme si tu vois, tu voulais faire pousser une plante en tirant sur la tige, quoi. Au oui, lieu c'est que, vrai. tu vois, au lieu que ça vienne de Au lieu de le faire l'intérieur. pousser, ouais. Exactement. Donc, en fait, il y a ce mini métaphore-là. Pour moi, c'est hyper important déjà de comprendre ça. Et si jamais toi, tu as un rôle de manager, d'aller chercher des motivations en fait, qui sont internes à la personne plus que Ok. pression et flingue sur la tempe, quoi. Et du coup, par exemple, sans être professionnel, justement, et en ayant simplement un rôle de manager, quelles sont peut-être les petites astuces, la base finalement que je pourrais apporter à quelqu'un sans avoir passé mes diplômes de coach PNL? Est-ce que tu Donc, as pour des aller chercher quoi? des exemples? Des motivations internes? Alors, pour aller chercher les motivations et puis après pour l'accompagner justement en termes de préparation à un événement particulier. Ok, donc il y a deux aspects. Donc, il y a à la fois les motivations. Ok. Alors, après, pareil, là, en vrai, on n'aura pas le temps. Ce sera trop long, mais je vais quand même te donner de la matière. Moi, il y a quelque chose, je travaille énormément avec ce qu'on appelle les valeurs. Je ne sais pas si tu as étudié ça. Mhm. Donc, les valeurs, Oui. c'est quelque chose, c'est ce qui a de l'importance aux yeux de quelqu'un. D'accord? Donc, je Mhm. vais t'en donner des valeurs très communes et partagées. La famille peut être une valeur très forte aux yeux de quelqu'un. Ensuite, l'évolution de carrière peut être quelque chose de très important aux yeux de quelqu'un. La reconnaissance peut être très importante, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines de valeurs, mais je vais vraiment prendre ces trois valeurs-là. Donc, une première valeur, ça peut être la reconnaissance. Donc, est-ce que la personne veut être admirée, bien vue, validée, par exemple, par la direction ou par le boss? Si c'est le cas, alors là, pour le coup, c'est un peu ambigu parce que c'est une valeur qui est un peu externe, mais aussi interne. Elle est entre les deux, celle-là. Parce que la reconnaissance, c'est toujours vis-à-vis en général de quelqu'un ou du regard de quelqu'un. Donc, si tu trouves ça, tu sais qu'il y a un levier au niveau de la reconnaissance. Deuxième valeur que j'ai citée, c'était la famille. Donc, si la personne, chez elle, la famille est très importante, il faudra qu'elle arrive à faire le parallèle entre, par exemple, euh, parler en public et qu'est-ce que ça peut apporter à sa famille. Ouais, je suis clair, ouais. Oui, c'est très clair. Voilà. Et la troisième valeur, redis-moi, j'ai oublié, c'est quoi que j'ai cité? Reconnaissance, famille, évolution personnelle. Oui. Exemple, voilà, évolution personnelle, exemple, plan de carrière. Et dans ce cas-là, en fait, ce sont trois valeurs qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres, mais qui sont des leviers immenses motivationnels pour la personne en interne. D'accord? Si la personne, elle comprend que, par exemple, mieux parler en public ou faire des meilleures présentations en public va lui permettre à un moment donné d'amener une pierre à l'édifice pour l'évolution de sa carrière,
Alors, d'un coup, ça change complètement le tableau. C'est plus, allez, ok, je vais un peu essayer de faire un truc stylé en public. Non, c'est en fait ça mène à ça qui mène à mon évolution personnelle. Et sachant que l'évolution personnelle est importante aux yeux d'eux, là, tu te retrouves avec un levier immense motivationnel. D'accord. Donc en tant que manager, l'idée, donc c'est, si je paraphrase, c'est de retrouver finalement ses valeurs, ses leviers de motivation et ensuite d'aider et C'est accompagner la d'abord personne finalement. les valeurs qui sont un levier de motivation, entre autres un OK. levier de motivation. Ouais. OK, et ensuite après de l'accompagner justement à ce que l'événement en question de stress devienne finalement une des étapes, Exactement. pour aller vers cette valeur. D'accord. Exactement. Et si tu arrives à faire ça, alors avec de l'expérience, c'est pas si compliqué que ça, mais disons que c'est comme si en fait, tu changes complètement de point de vue par rapport à l'événement. Alors attends, il me dit un message, cette réunion se terminera dans 10 minutes. Bon, bah écoute, on coupera dans 10 minutes, ok? Parfait. Et on relancera ou pas, enfin, j'en sais rien. Ouais, donc je sais plus ce que je disais. Oui, on était en train de faire la synthèse justement sur, le fait Oui, d'identifier les voilà. valeurs. Donc, le changement de O point de vue, voilà, c'est ça. En fait, le premier, entre guillemets, point de vue était: «Oh là là, c'est terrible, je vais devoir parler en public, je vais être stressé, je vais bégayer» et cetera. Donc ça, c'est, on va dire, le premier point de vue est lié à l'état, hein, comme on disait. Et en fait, en s'intéressant à la personne, c'est-à-dire: «OK, mais toi, préalablement ou avant», juste en étant curieux d'aller voir, qu'est-ce qui intéresse la personne, quelles sont ses valeurs importantes. Si tu trouves, par exemple, l'évolution personnelle, l'évolution de carrière, et qu'il y a un lien, on va dire, entre le fait de parler en public ou devant des collaborateurs et l'évolution, alors là, d'un coup, tu renverses un petit peu le point de vue. C'est plus oh mon Dieu, c'est terrible, les gens vont me juger, blablabla, mais c'est ok, ce truc-là, si j'envoie du steak, alors ça va me permettre d'être dans mon plan d'évolution de carrière. Tu vois? Ou si la personne, je te dis n'importe quoi, elle veut aller être dans son plan de carrière, elle veut devenir directeur général, donc dans 5 mmh ans, on va dire, et sauf qu'elle doit passer par N+2 avant, enfin manager ou manager plus, j'en sais rien, et qu'elle est encore junior. Bah, elle sait que en fait, c'est comme des échelons à gravir, des marches à gravir. Sauf que pour être manager, il faut savoir parler à des gens. Et si la personne elle a peur, alors elle a tout intérêt à se rendre compte d'elle-même qu'en augmentant ses capacités de communication face à un public, elle augmente ses chances d'être manager et donc d'être directeur général plus tard, etc. OK. Donc ça, j'imagine que ça peut servir pour des niveaux de stress qui vont de faibles à moyens et si c'est quelqu'un qui a envie, justement d'évoluer assez rapidement, mais par contre qui se retrouve terrorisé vraiment devant un auditoire. Est-ce que du coup, il y a des techniques, Ouais, alors des pareil, choses un peu complémentaires? alors pour simplifier jusque, enfin, veut dire, entre stress et assez stressé, là, tu pourras, entre guillemets, avec l'astuce que je t'ai donnée, ça pourra avoir un impact peut-être même suffisant. Bien que probablement, il faudra une séance de coaching ou plusieurs, ou même des séances thérapeutiques. Mais si tu passes à la terreur, je te conseille vraiment de. Enfin, il faut être armé et il faut un cadre et il faut que tu sois la personne adaptée. Là, je pense qu'on bascule dans le côté plutôt thérapeutique et D'accord, je te déconseille de mettre les mains dans le cambouis là-dedans, quoi. d'accord, Juste donc aider peut-être la personne à en prendre conscience, mmh éventuellement proposer, jamais imposer, dire écoute, là, tu as l'air vraiment, 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 ou alors carrément trouver une autre personne. Tu vois, si tu as une réunion, je dis n'importe quoi, dans un mois, enfin, ça ne sert à rien. Ça sert à rien que la personne, elle allait faire 4 séances d'hypnose en catastrophe, ou enfin, juste. bien sûr. Donc pour toi, oui, finalement, l'éventail d'action du manager va de l'émotion faible à modérée. Finalement, une fois qu'on dépasse le côté modéré, on tombe Alors, vraiment sur le côté thérapeutique. moi j'ai, enfin, ça, ce sera à toi de trouver ou au manager de trouver. Moi, je donne juste de la matière. Après, voilà, ça, c'est Non, mais vraiment quel est. ton avis en tant que professionnel, en fait, aussi. Oui, 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 C'est ce que je trouve voilà. intéressant. Ouais, ouais. En tout cas, moi, c'est vraiment trouver la motivation. Si vraiment l'entreprise l'a poussé à, déjà de base, c'est pas une bonne idée. Donc, pour moi, c'est la OK, première chose à vérifier. Est-ce que vraiment la personne, elle est actrice ou est-ce qu'on la force? Là, pour moi, c'est clairement un problème de. Enfin, faut checker ça, quoi. OK. Autre situation, finalement, de la performance en entreprise, si on n'est pas forcément sur un événement particulier, mais plutôt sur la durée.
Si on a par exemple un objectif l'année prochaine qui va être doublé, finalement une longue période de travail, est-ce que du coup l'approche aussi va être différente? Comment comment Alors, selon toi, en fait, c'est-à-dire, on si va on pouvoir jouer? veut, j'ai pas bien compris, si on veut maintenir de la performance sur le long terme? C'est ça, ouais, en fait, au lieu de se dire: «Bah, finalement, on a un pic de performance à un événement donné», comme une prise de parole, ou alors est-ce que la performance est plus diffuse? Un petit peu comme la différence entre le sprint et le marathon. Est-ce qu'on va Hmm. avoir un sprint de 100 mètres ou est-ce qu'on va avoir un marathon de 42? Est-ce que du coup, là aussi, tu préconises des approches un petit peu différentes? Est-ce que, finalement, Alors, ton coaching aussi va s'en ressentir? la question, alors bon, la question de base sera toujours la même. C'est-à-dire, une fois de plus, j'insiste, je suis un peu chiant, mais OK, qui veut la performance en fait? Mmh. Si c'est une fois de plus l'entreprise qui met la pression, enfin, c'est quand même vraiment important de comprendre que si on pousse des gens qui ne sont pas dans la performance à la performance, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des burn-out et des arrêts maladie et des trucs comme ça. Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Vu que le focus là, il est sur l'entreprise, moi, je ferais vraiment, vraiment gaffe à ça, quoi. OK. Ça peut reboucler avec les valeurs. On peut refaire un travail sur les valeurs, c'est-à-dire identifier, par exemple, quelqu'un qui voudrait, je reprends l'exemple de la personne qui veut devenir DG, en général, c'est des gens qui sont très déterminés et prêts à faire de nombreux sacrifices. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais avec un profil comme ça, euh, il pourra, entre guillemets, faire plus de sacrifices, être plus performant dans le temps que quelqu'un qui n'a pas ces ambitions. Donc, une fois de plus, un travail sur les valeurs me paraît important pour comprendre ça, déjà. Après, dans les sous-techniques, entre guillemets, qu'on peut avoir, alors en PNL, on peut avoir ce qu'on appelle des ancrages. En fait, les ancrages, c'est le lien entre un déclencheur qui va créer rapidement, voire instantanément, un état. Donc, dans les techniques, dans la panoplie de techniques qu'on peut avoir en PNL, les ancrages pourraient être intéressants. Donc, je donne juste un exemple comme ça, mais on n'aura vraiment pas le temps. Les ancrages, c'est on observe par exemple Nadal ou des sportifs de haut niveau. En général, ils ont un rituel avant de rentrer sur le terrain ou avant de servir ou avant de tirer la balle, avant de. En fait, le rituel, c'est un petit peu comme des boutons qu'on active dans le cerveau qui te mettent dans un certain état d'esprit et donc état d'esprit, un certain état d'énergie. Et voilà, donc ça, les ancrages peuvent être une des potentielles solutions à ce que tu racontes. C'est-à-dire, en fait, on va apprendre à. C'est du conditionnement, en fait, hein. On conditionne quelqu'un à atteindre un état, on le répète, on le répète, on le répète, on le répète. Donc, soit avec une intensité d'émotion très forte, donc ça veut dire que l'ancrage dans la tête se fera plus rapidement, soit tu vas le répéter plein de fois, un petit peu comme un conditionnement pavlovien, quoi. Et ça peut être intéressant de travailler avec des ancrages. OK. Ça va être, par exemple, entre autres, hein, j'utilise des ancrages. euh, euh, Par exemple, avant de faire des séances, maintenant je ne le fais plus parce que c'est devenu justement automatique, mais avant que ce soit automatique, ça ne l'est pas. Avant de faire mes séances, en fait, je me mettais dans un certain état concentré et à l'écoute. Concentré, ça me permettait d'être vraiment centré sur l'autre. Comme là, par exemple, je suis centré sur ce que tu me racontes, ton visage, etc. Et centré sur ce qu'il me dit au niveau des mots qu'il emploie. Donc, en OK. fait, je me faisais un mini rituel et je répétais mon rituel avant chaque séance, rituel, 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 jusqu'à ce que le rituel se raccourcisse et qu'à la fin, ça devienne instantanément. Tu vois, si ce zoom-là, on l'avait fait il y a 8 ans, peut-être que j'aurais pris 20 minutes à me préparer avant de faire ça. Là, j'arrive, D'accord, donc j'appuie sur play et c'est parti, quoi. maintenant, il y a des états, presque préenregistrés finalement dans ta tête et tu n'as plus besoin de tout ce rituel pour les activer. On va dire Exactement. que tu as gagné une souplesse d'esprit justement pour arriver à te mettre dans tel ou J'ai tel état. gagné la rapidité d'accès à un certain état. OK. Non, c'est assez intéressant parce que justement, je souhaitais un peu finir là-dessus aussi, faire le parallèle, bah, d'une part de ce que tu peux apporter via le coaching et aussi finalement les états, que tu peux avoir, à titre personnel en fait. Mm. Comment tu pouvais gérer ces propres techniques pour toi-même. Je trouve Alors ça. après, pareil, une fois de plus, il y a tout un. Enfin, faut comprendre qu'en entreprise, enfin, c'est pas la même posture et le même rapport que quelqu'un qui est dans un cabinet soit thérapeutique, soit dans un environnement de coaching. Dans l'entreprise, tu as quand même un cadre, tu as probablement des lois, des normes, etc. Et bon, c'est quand même à prendre en compte, quoi. Et Bien aussi à sûr. prendre en compte que, alors je connais pas ton bagage, mais voilà, moi ça fait, allez, j'ai à peu près 11 ans d'expérience
tout ce qui est domaine de l'hypnose, de l'inconscient. Et en fait, ça c'est des connaissances qui sont hyper importantes. Et dans les techniques que je t'ai données, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus aussi. Il faut comprendre ce qu'on fait et la portée de ce qu'on fait aussi. Bien sûr. Et c'est bien parce que ça fait exactement le parallèle avec, une bonne partie des cours que je suis en train de faire actuellement sur, arriver à faire un scan corporel, arriver à recouper les indices un petit peu émotionnels Mm. pour voir quel est l'état de la personne. J'ai fait tout Alors, je crois que un ça va couper, hein. Quand ça coupe, OK, je te rappellerai. OK. pas de souci. Ça marche et justement aussi cet aspect de recherche des leviers de motivation et c'est tout à fait, en fait, dans le cursus, mais pour l'instant, en fait, je suis encore assez novice sur ces outils et je vois pas forcément toute la puissance que ça peut avoir Mm. et notamment, les impacts négatifs, comme tu disais, de bien arriver à maîtriser pour pas faire n'importe quoi. Donc c'est intéressant d'avoir ce genre de retour et de voir qu'à titre professionnel, finalement, tu peux avoir, ce genre de pratique dans des coachings. Je sais pas si on va être coupé moins d'une minute. Allez, je coupe et je te rappelle? Alors, attends, je coupe Super, l'enregistrement. vas-y.